Aujourd'hui, on va se concentrer avec Patrice sur le monument historique, mais on a également des solutions d'investissement sur les dispositifs minéraux et déficit foncier. Je reviens sur une chose qui est très importante chez Histoire et Patrimoine, qui nous tient à cœur, c'est une chaîne intégrée de tous les métiers. Ça va être d'avoir des équipes qui vont aller dénicher des opportunités sur l'ensemble du territoire, comme je viens de l'évoquer. Ça va être on va dire, de les solvabiliser. La notion d'histoire, la notion de patrimoine, elle est sur une ligne de crête entre la passion et la raison. On va revenir un peu sur cet aspect. Il y a un côté très passionnant sur le monument historique, mais aussi un côté très raisonnable sur la rénovation et que ça soit acceptable, que ce soit des investissements qui soient pertinents et qui s'intègrent parfaitement dans le patrimoine de vos clients et que ça soit des solutions pertinentes. Donc, il va y avoir le montage de l'opération, la dénicher, la monter, la commercialiser. Ça, c'est un premier point, un premier pan. Et ensuite, de la rénover, tout simplement, dans les règles de l'art, avec un certain nombre d'obligations. Ça va être, on va le revoir un peu dans le détail après, mais ça va être avec les délégations, la DRAC, pardon, les ABF, etc. Quelques chiffres sur Histoire et Patrimoine, pour donner encore un peu de perspective. C'est plus de 180 collaborateurs qui sont au service d'Histoire et Patrimoine, au service de ces solutions d'investissement. 350 millions de collectes sur les 10 dernières années. Quelques chiffres de nouveau, 160 programmes, pardon, encore une fois sur tout le territoire, et 4000 logements produits. J'avance un petit peu sur cette fameuse expertise, les 30 années d'expertise du groupe, les 180 collaborateurs sur tout le territoire. C'est réparti sur 5 directions régionales, mais vous voyez, le maillage est vraiment partout du nord au sud, de l'est à l'ouest, et bien évidemment en Île-de-France. Reprenons un petit peu de hauteur sur le groupe Histoire et Patrimoine. Nous sommes aujourd'hui intégrés à 100% sur le groupe Altarea. Le groupe Altarea, c'est une approche protéiforme de l'immobilier. Ça va être des marques de promotion pure, ça va être du data center, ça va être du photovoltaïque et bien évidemment du réhabilité. C'est vraiment un groupe intégré sur l'ensemble du spectre que je viens d'évoquer. Premier développeur en immobilier d'entreprise. Les premiers grandes pierres du groupe ont été posées sur notamment des centres commerciaux et ensuite effectivement la promotion avec des marques comme Cogedim, Severini, Pitch, Woodeum et deuxième promoteur résidentiel français. Et le groupe aujourd'hui est constitué de 2000 collaborateurs. Une fois qu'on a fait cette présentation du groupe, revenons sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est intégrer un investissement en monument historique dans le patrimoine d'un client. Patrice. Alors, bonjour mesdames, messieurs, ravi de vous avoir en ligne en tout cas. Alors, c'est vrai que la question fondamentale, c'est on se pose, on se dit, monument historique, vous avez dû voir des choses au travers de la télévision et de Stéphane Bern qui organise quasiment tous les ans un petit loto. Sachez que, effectivement, son intervention est très importante parce qu'il intervient dans des domaines sur lesquels nous n'intervenons que très peu, voire pas. Pourquoi? Parce qu'il va intervenir, lui, sur des monuments spécifiques classés que peuvent être des ponts, certaines églises particulières, certaines créations à droite à gauche d'un marché local. Donc, et lui, son action doit représenter quelque 1% de ce que l'on fait, nous, à l'année. Mais c'est normal, c'est tout à fait complémentaire et ça permet de bien préserver notre patrimoine national. Alors, avant d'aborder directement le sujet, si vous voulez bien, on revient sur quelques dates. Ce que vous avez à retenir, c'est que au fin 18e, la notion de patrimoine national va apparaître en France. La France est l'une des premières villes à s'interroger. Et ça n'est pas sans mesure que je vous donne ça. C'est que simplement, on a eu la Révolution française. Et cette Révolution française a entraîné, bien entendu, des tas de démolitions en droite à gauche. Et il y a eu une prise de conscience qu'il fallait quand même préserver certains biens. Le 13 octobre 1790, il y a la création de la commission des monuments historiques. Donc, vous voyez, on va rechercher et on va essayer de faire, dès 1793,
une liste et répertorier la plupart des monuments français qui méritent d'être conservés. En 1816, donc vous imaginez, 1793, 1816, c'est-à-dire en plus de 20 ans, premier inventaire publié. On publie un inventaire qui n'est pas exhaustif, mais qui a le mérite d'exister. Le 10 août 1837, il y a la fameuse création de la commission des monuments historiques qui va être chargée de mener tous les travaux. Et on va attaquer en 1840 par la basilique de Vézelay et cette restauration va être confiée à Eugène Viollet-le-Duc. Alors, si vous aimez un peu l'histoire, un peu la rénovation, je vous conseille de regarder à peu près Viollet-le-Duc, qui n'est pas quelqu'un qui a fait l'unanimité lors de ses restaurations, hein. Pourquoi je dis ça? C'est que tout simplement, Viollet-le-Duc est quelqu'un qui a imaginé ce qu'était le patrimoine avant, tout en la remettant dans une contextualisation de restauration de la région. Et il a mis plusieurs éléments en place. Vous avez ça très bien sur la cité de Carcassonne, où vous voyez sur les remparts, sur la basilique, plusieurs éléments de restauration. Il a mis de la tuile rouge, qui n'existe absolument pas dans le Languedoc. Vous voyez. Donc, mais il a voulu donner un mélange de tout ce qui pouvait être fait au niveau national sur tous les monuments où il est intervenu. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait de belles choses, mais il faut les comprendre. Voilà. Le 30 mars 1887 arrive enfin la première loi de protection des monuments historiques avec la mise en place du corps des architectes des monuments historiques. Et systématiquement, dans ce dont on va vous parler, vous allez voir l'intervention des architectes des monuments historiques. Et on peut dire qu'à partir de là, tout a commencé. Qu'est-ce que la loi monument historique dans l'immobilier? Alors, ce n'est pas n'importe quel bâtiment, qui, vous en doutez, qui va être classé monument historique. Il y a plusieurs cas de figure qui se sont étayés au fur et à mesure des années. Les deux principaux, vous les avez là, c'est l'immeuble classé monument historique par le ministère de la Culture. Et là, pour pouvoir intervenir en travaux, vous allez devoir avoir une autorisation préalable de travaux. En termes clairs, en monument historique, tant que vous n'avez pas eu ce retour, eh bien, vous ne pouvez jamais commencer les travaux. Donc, vous voyez que c'est quand même relativement contraignant. Pour ce qui est des immeubles inscrits au monument historique, c'est le deuxième cas de figure. Là, on a juste besoin de l'appréciation du préfet qui considère que oui, c'est bon. Et là, vous ne passerez que par une obligation déclarative de travaux. Et cette déclaration, vous devez la faire parvenir 4 mois avant le début des travaux. Même si vous n'avez pas de réponse, au bout de 4 mois, vous pouvez parfaitement intervenir sur la restauration des bâtiments. Je vous rassure, nos amis architectes des bâtiments de France et des monuments historiques sont suffisamment bien organisés pour intervenir. Le troisième élément, ce sont les immeubles inscrits au patrimoine national. Et là, il suffit d'un label seulement pour intervenir. Et vous avez aussi des immeubles à caractère historique ou artistique particulier, hein. Et dans tout ce qui est monument historique, alors je vais intervenir sur un petit point. Quand on réfléchit aux monuments historiques, on se dit, tiens, ça doit être du 12e, du 14e, du 16e, du 17e. Ben c'est aussi du 20e, hein. C'est aussi du XXe siècle parce que nous sommes au XXIe siècle et vous avez par exemple des immeubles, les premiers immeubles béton à Saint-Denis par exemple, qui est classé monument historique, qu'on a restauré il y a une dizaine d'années. Vous avez des usines qui doivent rester sur plan. J'en veux pour preuve, pour ceux qui le connaissent très bien, on a fait plusieurs immeubles de la sorte et dont un à Marquette-les-Lilles, qui sont les anciens moulins de Paris qui ont été transformés en habitation. Donc, vous voyez, il y a plein de bâtiments. Vous avez des casernes, vous avez des hospices, vous avez tout ce qui est CHU ou autre qu'il faut conserver dans son jus. Voilà. Eh bien, tout ça peut faire figure de monument historique. Abordons, si vous le voulez bien, la fiscalité. Alors, quel est l'intérêt pour un investisseur de faire du monument historique? Alors, faire un monument historique, c'est permettre à l'investisseur de faire une déduction de 100% des travaux et de 100% des intérêts de prêt de son revenu net imposable.
c'est le seul produit, vous vous rendez compte, où vous avez une si grande économie d'impôt. C'est-à-dire que, je vous prends un exemple, vous achetez un foncier à 100 000, et je vais faire exprès de démesurer le truc, et vous faites 1 million de travaux, eh bien, vous êtes fondé à déduire ce million de vos revenus, hein. Alors, vous allez d'abord déduire de vos revenus, si vous avez des bénéfices fonciers taxables, vous allez éponger ces bénéfices fonciers taxables. Vous récupérez donc la tranche d'imposition plus les 17,2. Et si dans la même année, vous avez d'autres revenus, eh bien entendu, vous pourrez apurer dans les tranches supérieures les autres revenus la même année. Si vous constatez, bien entendu, que ce revenu foncier, il faut le mettre à mesure de ce qu'est le client, je m'explique bien, mais on y reviendra et vous aurez l'occasion, pour si vous avez besoin d'informations complémentaires, de vous entretenir avec nos directeurs régionaux et je vous expliquerai à la fin comment. La déduction des revenus globaux de ces travaux intérêts de prêt plus autres charges est sans aucun plafonnement. Donc, si je prends un exemple tout bête, vous avez 100 000 de revenus fonciers, 300 000 de revenus autres, donc vous avez un revenu à 400 000. Sur les 100 000, vous allez apurer et ne pas payer votre tranche d'impôt, il est 17,2, et le reste viendra en déduction de vos 300 000 euros. Et ça se fera en fonction du nombre d'années de travaux, c'est-à-dire 2 à 3 années de travaux, si je prends 2024, 25, 26 par exemple. D'accord? Alors, vous êtes fondé à avoir ces 100% de travaux déductibles et intérêts de prêt à la condition que votre bien vous procure des recettes, c'est-à-dire une location. Alors, j'insiste sur des recettes parce que c'est très important. Je n'ai pas dit uniquement loyer. Alors, on a fait un immeuble Castelbéranger à Paris où il y avait effectivement un atelier. L'atelier de Guimard, vous savez, Guimard, c'est celui qui a fait les premiers logements sociaux à Paris et toutes les bouches de métro. Eh bien, son atelier était dans cet immeuble. Donc, le simple fait d'avoir des droits de visite sur cet immeuble est considéré comme une recette et vous pouvez parfaitement, à ce titre, déduire l'intégralité des intérêts de prêt. Je vous rassure, ce n'est pas ce qu'on a le plus. La majorité, à quasiment 100% de nos biens, c'est destiné à de la location, habitation principale du locataire. Mais, chose importante, imaginez que quelqu'un veuille en faire sa résidence principale. Eh bien, si vous décidez d'acheter le bien, par exemple, à Jouarre-Pontchartrain ou ailleurs, et d'en faire votre résidence principale, vous êtes fondé à déduire le déficit, non plus à hauteur de 100%, mais à hauteur de 50%. Vous vous rendez bien compte là que, en revenant à de la résidence principale, si vous avez une résidence principale classique, vous ne déduirez jamais rien de vos revenus. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez avoir un patrimoine d'excellente qualité. En faisant votre résidence principale, vous déduirez 50% des travaux et des intérêts de prêt de votre revenu. Donc, c'est un avantage non négligeable. On continue sur l'aspect fiscal. Vous doutez bien que là, l'obligation pour le propriétaire, l'État fait rarement des cadeaux gratos, quoi. Le propriétaire doit conserver la propriété pendant 15 ans à compter de l'acquisition. Et ça, c'est depuis la loi de janvier 2009 que vous retrouverez transcrite dans l'article 156 bis du Code général des impôts. Donc, vous devez conserver ce bien 15 ans à compter de votre acquisition, c'est-à-dire à partir de l'acte authentique, hein. À la fin des travaux, le bien doit être conservé et destiné à de la location nue pendant au moins 3 ans. Ça, c'est important de bien le considérer. Pourquoi? Vous êtes expert comptable et vous allez bien me comprendre, c'est la différenciation entre un déficit comptable et un déficit fiscal. Par définition, un déficit comptable est enregistré en tant que tel. Par contre, un déficit fiscal nécessite, bien entendu, un encaissement et un décaissement de quelque chose. Donc, ce qui veut dire que pour vous, vous allez avoir, lors de la première déclaration,
l'obligation de joindre un engagement de location sur 3 ans. C'est ce sur quoi notre groupe va vous accompagner et on vous produira l'intégralité de ces éléments, ce dont a parlé tout à l'heure dans la présentation du groupe. Vous avez un partenariat complet, une assistance complète, si c'est vous à titre de client en tant que client et à vos clients, bien entendu. Alors, arrive le problème de l'exonération de droits de succession. Alors ça, c'est la bouteille à l'encre parce que tout le monde parle d'exonération de droits de succession. Pour être exonéré de droits de succession, il faut impérativement qu'il y ait une convention établie avec le ministère du Budget et le ministère de la Culture et que la dite convention soit réitérée par les héritiers. Et cette convention va obliger certaines modalités d'entretien, ça c'est pas grave, mais surtout des droits de visite. Or, je vous ai dit, nous, tout à l'heure, les droits de visite, c'est destiné, bien entendu, nos biens sont destinés à la location, donc je nous vois mal rentrer dans les appartements des clients. Et nos programmes, donc, vous le considérez, n'ont pas cette exonération fiscale, peut-être à l'exception de l'atelier Guimard dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, quels sont les travaux dont vous allez pouvoir déduire? Ce sont tous les dépenses de réparation, d'entretien, d'amélioration. Il n'y aura jamais de reconstruction, de construction ou d'extension de ces biens. Tous les intérêts de prêt, les frais de gestion, les charges de copropriété, les primes d'assurance et les impôts et taxes. Bien entendu, on est dans le cadre d'une déclaration 2044-S et il faut mettre les travaux dans la case travaux de restauration. Juste un petit bémol, vous allez vous apercevoir que dans cette case prévue par nos chers administratifs, il n'y a que 2 cases correspondant. Alors si vous avez 3, 4 investissements monuments historiques, vous vous contentez de faire l'addition de tous les travaux et de les mettre dans ces cases, avec les noms dessus. Voilà. Je me dépêche parce que j'ai vu que le temps allait s'écouler. Alors, la règle du cumul fiscal, souvent on a des questions. Est-ce que l'on peut cumuler tout avantage fiscal? Oui, mais pas sur le même bien. Vous achetez un bien monument historique, vous êtes fondé à faire une Malraux à côté sur un autre bien ou autre chose par la suite. Mais sur le même bien, non. Vous n'affectez que le choix que vous allez faire lors de votre déclaration. Est-ce que je peux louer à mes enfants? Oui, s'il y a un foyer fiscal différent, à condition que vous ayez un bail réel et une location au prix de marché et qu'il y ait bien un constat du paiement d'un côté par les enfants et d'encaissement chez les parents au cas où. En fait, ce qu'il faut veiller, c'est la notion de donation déguisée. Hein, c'est ce à quoi le fisc va contrôler et va s'engager. Imaginez qu'en cours de période, il y ait le décès d'un membre du couple. Dès l'instant où le survivant continue la détention du bien 15 ans, il n'y aura pas de remise en cause, bien entendu, des avantages fiscaux, puisque là, on rentre dans un cas de force majeure. La règle des plus-values, c'est les règles des plus-values immobilières classiques. 22 ans pour la partie immobilière, 30 ans pour la partie sociale. Est-ce que je déclare à l'IFI? Bien sûr, vous allez déclarer votre bien à l'IFI. Par contre, vous allez en général avoir un actif qui est largement compensé par un passif, puisque l'intelligence, c'est effectivement de faire un prêt pour ça, parce que vous allez percevoir des loyers après, le payer cash, vous pouvez toujours, mais ça va entraîner, bien entendu, à une fiscalisation des revenus par la suite, ce qui serait dommage. Est-ce que je peux faire une SCI familiale? Oui, à condition qu'elle ne soit pas l'IS. Il faut que ce soit à l'IR. Qui est concerné par ce bien? Eh bien, par un tel investissement, ce sont toutes les tranches d'imposition à 41 et 45% qui n'ont pas forcément, de bénéfices fonciers, et bien entendu, tous les titulaires de bénéfices fonciers qui sont dans les tranches à 30 plus 17,2, 41 plus 17,2 et 45 plus 17,2. Alors, je voulais revenir juste 30 secondes sur un élément fondamental. Comment s'opère une opération monument historique? Dans un premier temps, l'acquéreur va passer un acte authentique sur le prix de foncier en l'état. À chaque fois, ce prix de foncier en l'état, vous allez voir dans tous nos produits, il correspond et il est parfois bien inférieur
au prix moyen du mètre carré de l'ancien à plus de 10 ans dans la ville. Il va réaliser des travaux. Et ces travaux vont être importants, bien entendu, et ces travaux vont être totalement déductibles de ses revenus. C'est là où l'État a besoin d'investisseurs privés pour faire revivre ces belles bâtisses, bien entendu. Mais ça renchérit le bien, et pour que le bien, après économie d'impôt, retombe dans le prix du neuf, prix moyen du neuf mètre carré dans la ville, il y a ces avantages fiscaux qui sont accordés. Pourquoi? Parce que vous allez louer, que vous ayez un monument historique ou un autre bien dans la ville, vous louerez dans le prix de marché, quoi qu'il arrive. Vous n'allez pas louer plus cher parce que vous avez un monument historique. Autre élément fondamental qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un investissement en monument historique, on a souvent des réflexions du style « Ouh là là, ça doit être très important, il faut investir de très grosses sommes ». Non, non, vous avez des biens chez nous qui commencent à 200, 250 000. À partir de 200, 250 000 euros, vous avez un bien, vous voyez, dans le Sommervieux qui vous est présenté ici, tout près de Bayeux, ben vous avez un bien qui commence à partir de 200, 250 000 euros. Et bien entendu, vous avez des biens qui peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros, 1 million d'euros, sans aucun problème, hein, bien sûr. Mais rassurez-vous, ça n'est pas le cas commun. Je crois qu'il y a plein de Pinel qui ont été faits entre 150 000 et 300 000. Eh bien, vous avez chez nous aussi plein de monuments historiques. L'avantage du monument historique, c'est que le classement et l'avantage fiscal n'est pas donné à l'investisseur, il est donné à l'immeuble. C'est-à-dire que vous êtes et vous bénéficierez de ces avantages fiscaux ad vitam. Quand vous revendez un monument historique. Donc, vous voyez tout de suite l'intérêt d'avoir de tels biens, parce que, comme vous savez que ça sera facile d'entretien parce que vous aurez des avantages fiscaux, c'est un bien qui va perdurer. Notre intervention, grâce à nos investisseurs, que vous pouvez être ou de vos clients sont, eh bien, vont être très importantes parce qu'ils vont restaurer un bien de très haute qualité, très très bien situé, toujours en emplacement numéro un, et qui va avoir l'avantage d'être dans une zone économique d'achalandise importante. On ne va jamais aller dans des zones où le bien est inlouable. Je vous rappelle que le groupe accompagne ses clients de A à Z lors de l'opération d'acquisition, lors du suivi fiscal, lors de la location et y compris à la revente s'ils le souhaitent. Tout est intégré au sein du groupe Altarea. Donc, on n'a aucune raison de prendre un bien qui ne va pas se louer demain. Par contre, on va souvent aller vers des zones en devenir. Donc, voilà ce que je peux vous expliquer très rapidement sur les biens monuments historiques. Merci, il me semble que c'était clair. Est-ce qu'on ne rappelle pas un petit peu ce qu'il faut dont se souvenir? Donc, des contribuables sur des TMI de 41, 45 Ou 30. ou 30 avec revenu foncier. Ouais. Effectivement, le Bénéfice foncier taxable. bénéfice foncier taxable. Que nous avons des solutions sur l'ensemble du territoire, qu'il n'y a plus de frein à la rémunération de gérants d'entreprise, qu'il n'y a plus de frein à la rémunération de professions libérales, si derrière, on a paramétré une opération immobilière en monument historique pour aller contrecarrer et donc transformer le fruit du travail en bien immobilier. Exactement. Je sais pas si